Bonjour, Madame la Ministre, Madame la Bourgmestre, Mesdames, Messieurs. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous dans cette 9e conférence nationale de la santé. Je vais parler des cultures, des interculturels, l'approche interculturelle et vous présenter aussi les services interprétariat interculturel, projet que j'accompagne depuis sa création en 2008 et duquel je suis actuellement responsable. Alors, culture interculturelle, multiculturelle, de quoi parle-t-on? Les multiculturels désignent plutôt un adjectif qu'on utilise pour désigner une cohabitation des différentes cultures. On pourrait dire que le Luxembourg est un pays multiculturel. En effet, avec ces 173 nationalités différentes, ce sont des chiffres du Statec de 2016, et un pourcentage d'étrangers dans la population totale de 46,7%, très loin d'autres pays de l'Union européenne. Le Luxembourg est vraiment un pays avec une grande diversité de cultures et de langues. Si on regarde aussi les chiffres de la population active au Luxembourg, aussi au 1er janvier 2016, on voit que 45% de la population active est constituée de frontaliers, 26% d'étrangers résidents et 29% des luxembourgeoises. Une grande diversité des potentiels patients et usagers des services de santé, mais aussi une grande diversité dans les équipes des professionnels qui accueillent ces personnes. Bien que le Luxembourg a toujours été une terre des brassages de cultures, des passages de populations, c'est surtout avec la dernière vague migratoire, à partir de la moitié de l'année 2015, avec l'arrivée des migrants originaires des pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, ainsi que de la Corne de l'Afrique, que la question de la différence de l'autre se pose plus souvent. Comment accueillir ces populations qui viennent de très loin, qui amènent avec elles des cultures très différentes, qui parlent d'autres langues? Comment soigner l'autre s'il n'y a pas de langue commune? Si la communication devient difficile, voire impossible parfois, et pas seulement à cause de différences linguistiques, mais aussi de ces différences culturelles. Les situations des malentendus, des blocages, parfois, ne sont pas quand même spécifiques des migrants. Elles peuvent concerner aussi d'autres patients et usagers des services médicaux. Elles interrogent d'une certaine façon l'intelligibilité et l'accessibilité de notre système médical. Pour certains patients, l'entrée dans le système des soins est en fait une rencontre avec l'altérité, avec une autre culture, avec son code vestimentaire, avec son langage, son jargon professionnel, avec ses rituels. Alors pourquoi c'est si importante la culture, quand on parle de la santé et des soins? Il y a énormément de définitions de la culture. On s'accorde à la définir comme un ensemble de significations et de représentations qu'un groupe d'individus élabore, conserve et s'efforce aussi de transmettre. C'est par celle-ci qu'il va se reconnaître et se distinguer par rapport aux autres. Je vais vous donner une définition de la culture. C'est Edward Tylor, un anthropologue britannique, qui en 1871, dans son livre Primitive Culture, donnait cette définition de la culture. La culture est un tout complexe qui inclut les connaissances, les croyances, l'art, la morale, les droits, les coutumes, ainsi que toute autre disposition et habitude acquises par l'homme en tant que membre d'une société. C'est la première fois qu'on souligne les caractères acquis de la culture, c'est-à-dire la culture s'apprend et s'acquiert par assimilation ou par éducation. Mais la culture, en fait, n'est pas quelque chose de figé dans les temps. Toute culture est dynamique, en transformation continuelle. Elle est vivante, elle est sans cesse façonnée par ses membres et par les contacts avec d'autres cultures. Il y a aussi des variations importantes au sein d'un groupe donné.
car l'identification à une culture n'est pas totale ni exclusive. Le fait d'être membre d'une culture ne veut pas dire automatiquement qu'on partage tous les aspects de cette culture avec les autres membres. On peut partager à différents degrés, plus ou moins conscients, certains éléments. Mais en fait, chacun d'entre nous va manipuler et hiérarchiser ses appartenances d'une façon personnelle et dynamique. Il y a donc une multiplicité de cultures, ethniques, familiales, religieuses, professionnelles, institutionnelles. En fait, on pourrait dire que chaque individu est un point de jonction pour un nombre infini de cultures qui se superposent. Pourquoi c'est important de parler de culture si on parle des soins? En fait, la culture définit ce qui est normal ou anormal. La culture va influencer tous les aspects de l'expérience personnelle de la maladie. Elle intervient à chaque moment de la prise en charge. Elle va influencer le seuil de tolérance, le type de plante et sa formulation, la communication verbale et non verbale, la compréhension des causes de la maladie et aussi l'adhésion au traitement. La culture nous enseigne en fait comment être malade. Quand on parle de culture, on utilise souvent dans les sciences sociales la métaphore de l'iceberg qui a été développée par Edward T. Hall. C'est un anthropologue américain, expert aussi en communication interculturelle. Et c'est pour illustrer la différence entre la partie visible, une petite partie, et la partie invisible d'un iceberg. Comme dans un iceberg, cette partie visible repose sur une grande partie invisible qui est plus importante et qui va donner un sens et assurer la stabilité de l'iceberg. Si on parle de communication interculturelle, et on prend la métaphore de l'iceberg, on peut s'imaginer deux icebergs qui se rapprochent, qui vont entrer en communication, et on peut se demander qu'est-ce qu'on perçoit de l'autre. C'est qu'un iceberg perçoit de l'autre iceberg. Est-ce qu'on perçoit seulement la partie visible? Et quelles interprétations peut-on donner alors si une grande partie de l'autre iceberg est invisible? Qu'est-ce qu'on comprend vraiment? Et d'ailleurs, on peut aussi se poser la question si on est conscient aussi de la partie invisible de notre propre iceberg. Alors, pour la communication, dans la communication interculturelle, ce sont deux cultures, deux systèmes symboliques qui vont entrer en relation. Mais au fond, ce sont deux individus ayant une expérience personnelle et subjective de leur culture qui entrent en relation. En fait, ce ne sont pas les cultures qui se rencontrent, mais plutôt les individus porteurs de cultures et de subcultures. Alors, quels sont les aspects importants de la communication interculturelle, comme tant d'autres communications, parce qu'en fait, toute communication interculturelle, si on considère que toute personne est porteuse de cultures et de subcultures, c'est une communication interpersonnelle. Alors, le respect de l'autre, la reconnaissance de l'autre, de sa vision du monde, de ses valeurs et de ses besoins. L'écoute attentive qui tient compte des différences aussi dans les codes de communication. L'attention au non-verbal, car les langages du corps, les gestuels, les postures, parfois même la distance entre les personnes peut être très différente d'une culture à l'autre. L'empathie conçue comme les efforts fournis pour accueillir l'autre dans sa singularité. La capacité de compréhension des sentiments et des émotions de l'autre. Pour comprendre ce qui peut poser problème au niveau de la communication interculturelle, il faut considérer les éléments cachés de la culture, la partie invisible de l'iceberg. Car ce sont ces éléments cachés qui règlent les normes de conduite, qui régulent les relations entre les personnes et qui donnent un sens aux codes verbaux et non verbaux qui sont utilisés pour communiquer. Si on parle des compétences culturelles, et là je prends un peu les phases ou les étapes de la communication, de l'approche interculturelle, de la communication interculturelle développée par Margalit Cohen-Emerick, une psychologue française experte en communication interculturelle.
Elle distingue 3 phases ou 3 étapes. Ça fait partie aussi des compétences culturelles. La toute première, c'est la décentration ou les décentrages, c'est-à-dire prendre distance par rapport à soi-même, se rendre compte qu'on est porteur des cultures et des sous-cultures et prendre conscience de nos cadres de référence, parce que chacun de nous voit le monde avec ses lunettes et on interprète le monde et ce qu'on voit avec des éléments propres à notre culture. Le fait d'en être conscient va nous permettre d'approcher et de comprendre d'autres manières de faire. Je dis bien comprendre car il ne s'agit pas de renoncer à sa propre interprétation, mais bien de savoir qu'il y en a d'autres et qu'elles peuvent être aussi valides que la nôtre. Alors, la décentration, comme première étape ou première compétence. La deuxième, ça serait la découverte de la culture de l'autre, la compréhension. Cette deuxième étape, cette deuxième compétence demande un effort personnel, de la curiosité et une attitude d'ouverture. Pour pouvoir mieux comprendre l'autre, ces cadres de référence, certaines clés de compréhension culturelle peuvent être utiles. Il existe des ouvrages qui regroupent des informations sur différents groupes culturels qui risquent parfois de stéréotyper et de réduire les personnes à leur culture supposée, peuvent quand même nous donner des informations générales sur certains éléments à tenir en compte lors des moments importants de la vie de tout être humain, qui peuvent être par exemple la naissance et la mort. Mais aussi les voyages, la lecture, bien sûr les contacts avec des personnes issues d'autres cultures sont des moyens d'avoir ces informations. Et la troisième étape, c'est la confrontation des modèles, les modèles du professionnel, les modèles du patient, les explications de chacun et la négociation. En fait, c'est la recherche, par les dialogues et par l'échange, d'un espace commun, un compromis où chacun se voit respecté dans son identité, tout en se rapprochant de l'autre et en évitant de cette façon une violence symbolique où l'un des interlocuteurs imposerait son code à l'autre. Bien sûr, ce n'est pas facile. Il y a parfois des limites ou des contraintes au niveau structurel, au niveau organisationnel. Je pense par exemple à la demande je crois qu'au Luxembourg, on n'est pas, comme par exemple en France, la demande des couples de confession musulmane qui arrivent à l'hôpital et qui veulent avoir un gynécologue plutôt femme et non homme. Alors, bon, c'est vrai qu'au Luxembourg, on a la chance de pouvoir choisir notre médecin. Alors, on peut quand même fixer un rendez-vous à l'avance, mais dans les cas des urgences, si les personnes arrivent à l'hôpital, ils doivent faire avec les médecins des gardes. Alors là, c'est aussi une question, bien sûr, des contraintes organisationnelles, mais il faut peut-être informer les patients pour qu'ils soient conscients et qu'ils soient préparés. Mais quoi faire en fait quand il n'y a pas de langue commune, quand la communication verbale devient impossible parfois et il faut trouver des solutions. Comme la langue et les langages véhiculent et transmettent des schémas culturels, l'appel à un interprète, un médiateur interculturel, est une solution qui s'est fait schéma petit à petit. Bien que dans d'autres pays de l'Union européenne, comme la France, la Belgique, même l'Hollande, ça s'est fait depuis des années. Il y a des pays pionniers, comme par exemple les États-Unis, le Canada, l'Australie, mais aussi la Suisse. L'effet d'introduire une personne tierce, un interprète, c'est quand même pas évident, ça ne va pas de soi, et de la même façon qu'on insiste souvent sur l'importance de la formation de ces personnes, de ces interprètes, médiateurs linguistiques, il faut aussi penser à former les professionnels qui vont travailler avec ces interprètes. Alors, je vais maintenant vous présenter brièvement les services interprétariens interculturels. Alors, la mission du service, c'est de mettre à disposition des administrations publiques et des institutions médicales ou d'aide et d'assistance un soutien professionnel dans des situations de communication difficiles ou des décalages culturels, et cela de par la promotion de l'interprétariat médical et social et la sensibilisation des professionnels à l'approche et à la communication interculturelle.
Un peu d'historique. Le service a été créé en 2008 par l'ASTI dans le cadre d'un cofinancement européen, d'un projet européen cofinancé par un fonds FEI et par l'OLAI, le ministère de la Famille. Pendant 3 ans, de 2008 à 2010, on a pu profiter des écofinancements qui a permis de développer les services, de recruter des interprètes. Nous avons fait appel à une association de Strasbourg, Migration Santé Alsace, qui travaille dans ces domaines depuis de nombreuses années, pour faire la première formation de nos interprètes. On a mis en place, développé les services. On a reçu 233 demandes d'interprétariat pendant ces 3 ans. Il faut dire que la première année, on avait fait la formation en 2008, c'était la fin de l'année. 2011-2012, il n'y a plus la possibilité de continuer à avoir ces fonds européens, mais on a reçu un cofinancement national du ministère de la Santé et du ministère de la Famille qui nous ont permis de continuer à développer les services, de mettre en place des supervisions, des groupes de parole, des interprètes. Parce qu'il faut dire que pendant ces années, de 2008 à 2012, en fait, les prestations des interprètes étaient gratuites pour les demandeurs. C'est-à-dire que l'hôpital, les médecins, les professionnels qui faisaient appel au service ne payaient rien pour ces prestations, car il y avait des subventions qui permettaient de rémunérer les interprètes par leurs prestations, Et pendant ces 2 ans, il y a eu 1800 demandes d'interprétariat. Déjà en 2012, les demandes étaient vraiment à la hausse, les financements étaient restés stables, et c'est pour ça aussi, parce que les projets devenaient peut-être un peu trop grands pour l'ASTI, qu'elle s'est tournée vers la Croix-Rouge luxembourgeoise, qui était très contente de pouvoir reprendre ces services pour les développer, vu que la Croix-Rouge luxembourgeoise a aussi énormément d'expérience dans le domaine de la santé. C'était vraiment très bien, ces passages des services. Alors 2013 jusqu'à aujourd'hui, 2013, on commence à la Croix-Rouge luxembourgeoise. On a décidé, suite à de différentes réunions et suite aussi à des contacts avec des associations à l'étranger, de mettre en place un système de facturation, c'est-à-dire que les demandeurs sont à partir de ce moment-là, à partir de 2013, facturés par leurs prestations d'interprète. De cette façon, on peut rémunérer les interprètes et payer toutes les dépenses qui vont avec, que ce soit la formation, la coordination du service. On a continué à former des interprètes. On a mis en place des supervisions, des groupes de parole et nous avons reçu, vous voyez, 9868 demandes pendant ces années. À partir de 2015, 2016, 2017, nous avons aussi un projet européen, un projet qui est financé par un fonds AMIF et par l'OLAI, le ministère de la Famille, qui nous permet aussi de développer d'autres actions, des actions de sensibilisation des professionnels, des formations des interprètes, etc. On met en place aussi des permanences interprètes, par exemple, au Centre hospitalier de Luxembourg, en langue arabe et aussi au Centre de santé mentale en albanais, langue des Balkans et arabe, grâce à ces cofinancements européens et nationaux. Alors, l'évolution des demandes, vous voyez, en 2008, c'était vraiment le démarrage avec une seule demande, et puis petit à petit, commence à évoluer. À partir de 2015, on voit vraiment une augmentation énorme des demandes. Ça, c'est bien sûr lié à l'arrivée massive des demandeurs de protection internationale qui sont arrivés au Luxembourg à partir de la moitié de 2015, mais pas seulement. Alors, quel type de prestations on offre actuellement? Il y a l'interprétariat par déplacement, c'est-à-dire l'interprète se déplace dans les services demandeurs ou dans la place que le demandeur nous indique. Actuellement, du lundi au samedi, entre 7h30 et 8h, ça nous est arrivé aussi d'intervenir les soirs ou pour des urgences et même les dimanches si besoin il y a. Car le service est accessible du lundi au dimanche. C'est pour ça qu'on offre aussi l'interprétariat par téléphone pour des urgences quand la présence physique de l'interprète n'est pas nécessaire. Et grâce à la collaboration avec les opérateurs téléphoniques de la Croix-Rouge luxembourgeoise, les 2755, nous pouvons offrir ces services du lundi au dimanche entre 7h du matin et 22h du soir.
Actuellement, nous comptons avec une équipe de 101 interprètes. Ce sont des freelances qui sont rémunérés par leurs interventions et on peut offrir les services en 45 langues différentes. Bien sûr, il y a des langues qui sont beaucoup plus demandées que d'autres. Actuellement, c'est surtout l'arabe, les kurdes, les farsis, les daris et les turcs. Alors, formation et accompagnement des interprètes. Bon, les personnes qui sont intéressées à devenir interprètes chez nous, on va leur demander de nous envoyer un CV, on fait un entretien individuel avec eux. La plupart d'entre eux ont un parcours d'immigration aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils comprennent aussi parfois les problèmes que les migrants peuvent avoir quand ils entrent dans un nouveau système de santé. On offre à ces personnes, après un test linguistique, on fait appel à des experts pour vraiment contrôler la maîtrise des deux langues, le français et la langue d'interprétariat. Et on offre une formation initiale. C'est une formation de base, c'est environ 45 heures. Il y a deux parties. Il y a une partie qui est plutôt centrée sur les métiers de l'interprète, la déontologie, les compétences, les limites. Et puis une partie qui est assurée par des externes, que ce soit le ministère de la Santé, le ministère de la Famille, l'OLAI, mais aussi l'ASTI et l'ICAE. Pour parler des systèmes de santé au Luxembourg, les institutions luxembourgeoises, les Luxembourg multiculturels. On offre à nos interprètes des formations continues régulièrement, des supervisions en groupe, supervision aussi individuelle si besoin, parce que parfois ils rencontrent des situations, surtout dans les cadres de la santé mentale, qui sont très difficiles, très dures, des récits de souffrances qui parfois peuvent... ça peut qu'eux-mêmes, je parle des interprètes, ont vécu ces situations, eux-mêmes ou deux membres de leur famille, vu qu'ils ont parfois des parcours similaires aux personnes pour lesquelles elles interviennent. Alors c'est important quand même d'offrir cette supervision en groupe et individuelle. Et puis on met en place aussi des groupes d'échange, d'analyse pratique pour pouvoir un peu discuter entre interprètes. Les interprètes respectent un code déontologique et signent tous une charte, la charte de l'interprète interculturel de la Croix-Rouge, qui reprend ces principes déontologiques qui sont la fidélité de la traduction, la neutralité, le respect, le non-jugement et bien sûr les secrets professionnels et la confidentialité. Alors pourquoi faire appel à l'interprète interculturel ? Bon, d'abord, c'est une question de respect de la personne dans sa singularité. Ça donne aussi de la confiance, hein, ça facilite l'instauration d'un climat de confiance, le fait de comprendre et se sentir compris vont générer aussi la confiance, la sécurité et surtout favoriser la volonté de coopérer. Les interprètes sont tenus au secret professionnel. Ils permettent de comprendre et interpeller les patients sur la façon dont ils vivent la situation, car la santé et la maladie, on a vu, n'ont pas la même signification pour tout le monde. Les interprètes jettent des ponts culturels. Ils peuvent aider à comprendre certaines attitudes ou comportements. Puis la qualité. Les interprètes disposent d'attitudes linguistiques et communicationnelles. Ils connaissent et respectent aussi les différents rôles des personnes qui prennent part à l'entretien. Et en fait, si on parle d'efficience et efficacité, les interprètes permettent d'augmenter l'efficience et l'efficacité des professionnels grâce à une communication sans obstacle. Ils peuvent aider à éviter des malentendus et les coûts qui en découlent, la mauvaise compréhension du traitement, pas ou trop des soins. Et j'ai fini. Merci beaucoup.